Bonjour, bienvenue à la session numéro 2 concernant l'analyse de la profitabilité et des marges. Nous avons vu lors de la première session le compte de résultat et j'ai fait un focus sur les variations de stock. Nous allons maintenant faire un focus sur les amortissements et les dépréciations. Tout d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un amortissement? Un amortissement, c'est une perte de valeur d'un bien, donc d'un bien, cela signifie de l'actif immobilisé, d'une immobilisation, d'un investissement. Et je rappelle qu'il y a trois types d'investissements, des investissements matériels, corporels, incorporels, des brevets, des marques, et financiers, des titres de participation. Ces amortissements ont trois causes. La première cause, vous la comprendrez bien, c'est le temps. La seconde, de la même manière, c'est l'usure. La troisième, en revanche, est plus intéressante et peut-être plus importante. Il s'agit de l'innovation technologique. Lorsque vous achetez une machine qui fabrique un produit, elle a un rendement. Donc, si cette machine vieillit, sur le marché actuel, il y aura des machines qui seront beaucoup plus rentables. Prenons un exemple. Si j'achète une machine il y a 4 ans qui produit du papier, elle produit, disons, 15 mètres de papier à l'heure. 4 ans après, on trouvera sur le marché des machines qui pourront produire beaucoup plus ou un peu plus, disons 16, 17, 18 mètres de papier à l'heure, ce qui fait qu'effectivement le progrès technique déprécie, fait perdre de la valeur à la machine. Seconde définition concernant les provisions pour dépréciation, il s'agit ici de déprécier des titres de trésorerie, des stocks, des créances. Ces trois items font partie de l'actif circulant. Nous allons donc avoir une dépréciation, mais qui ne sera pas irréversible. Elle sera réversible. Si j'achète des titres de trésorerie et qu'ils perdent de la valeur en fin d'année, ils peuvent reprendre de la valeur, se réapprécier l'année suivante. Donc pour synthétiser amortissement et provision pour dépréciation, dans un cas, nous avons un objet qui est différent, immobilisation versus actif circulant, et deuxièmement, nous avons une dépréciation qui est irréversible et une dépréciation qui est réversible. Il y a une troisième catégorie qui s'appelle provision, mais il ne s'agit pas de provision pour dépréciation, il s'agit de provision pour risque et charge, c'est-à-dire des provisions qui concernent une dette potentielle, une dette future. Un événement a eu lieu et on le sait que cet événement va entraîner des paiements futurs, c'est-à-dire des paiements dans des années ultérieures. Nous allons voir en détail le fonctionnement, le mécanisme comptable, donc qui impacte l'analyse financière des amortissements. Prenons l'exemple d'un véhicule acheté 15 000 euros, amorti sur 3 années, donc durée de vie 3 années, durée de vie fiscale 3 années. Nous ne ferons pas de prorata temporis, nous prendrons un exemple simple. Donc 15 000 sur 3 années, le bien, donc le véhicule perd 15 000 divisé par 3, 5 000 euros. L'impact sur les documents financiers est le suivant. Nous avons donc une dotation annuelle d'amortissement de 15 000 divisé par 3, 5 000 euros. Et la contrepartie de cette dotation d'amortissement va se retrouver dans le bilan, dans la colonne du milieu amortissement. Et si je lis le bilan de la première année, vous voyez qu'il y a immobilisation brute 15 000, c'est la valeur historique, le coût historique de cette immobilisation, de ce véhicule, et on a 5 000 euros de dotation qui proviennent donc du compte de résultat, ce qui fait une valeur nette de cette immobilisation au bout de la première année de 15 000 moins 5 000 égale 10 000. De la même manière, la seconde année, on a une dotation annuelle dans le compte de résultat de 5 000 et cette dotation de la deuxième année va abonder le compte amortissement,
ce qui fait qu'on va avoir 5 000 que l'on avait en première année, plus 5 000 de cette année, ça fait 10 000, et on retrouve une valeur nette comptable, donc de fin d'exercice, de 5 000 euros. 15 000 moins les 10 000 sur les 2 années de perte de valeur égale 5 000 euros. Si nous prenons la troisième année, nous voyons bien qu'on a exactement le même mécanisme, avec 5 000 euros de la troisième année et dernière année qui abondent le compte d'amortissement dans le bilan, et ce qui fait que nous avons une immobilisation nette, une valeur nette comptable de 0, puisque la durée de vie est de 3 années. Donc le véhicule est totalement amorti. L'impact sur les comptes sociaux, sur les comptes financiers, si on regarde le bilan, et on verra le bilan dans les sessions ultérieures, nous avons donc 15 000 euros de perte de valeur sur les 3 années. De la même manière, nous voyons qu'on a une augmentation des charges de 5 000 euros la première année, et ainsi de suite jusqu'à la troisième année, ce qui fait que le résultat, finalement, va diminuer de 15 000 euros. Si j'ai plus de charges, mon bénéfice va diminuer, mon résultat va diminuer. Et sur 3 ans, il va diminuer de 15 000 euros. Il faut bien comprendre que ces charges sont des charges, je n'ose dire virtuelles, on les appelle calculées, elles ne sont pas virtuelles, mais elles sont virtuelles dans la mesure où nous ne les dépensons pas. Nous avons déjà acheté le véhicule, donc il est acheté, ce n'est pas une charge, comme vous le savez, puisque je ne consomme pas le véhicule sur l'année, je le consomme sur plusieurs années, donc ce n'est pas une charge. Et ces 15 000 euros que j'aurais amortis sur les 3 années constituent une charge qui n'est pas une charge décaissable. Contrairement à toutes les charges qui engendrent un décaissement un jour ou l'autre avec les décalages de paiement, ces charges sont des charges dites calculées parce que justement on ne les dépense pas. En revanche, on les retire du bénéfice de telle manière à ce que effectivement on mette en réserve, en économie si l'on peut dire, ces 15 000 euros, 5 000 euros par an, afin de reconstituer l'investissement originel. Passons maintenant aux provisions pour dépréciation. Comme je l'ai dit, elles concernent l'actif circulant, les stocks, les créances et les valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire les titres de trésorerie, actions, obligations. Si nous prenons l'exemple qu'il y a sur la diapositive 6, nous voyons que dans l'exemple, nous avons acheté 10 actions de Jones Lang LaSalle qui valent 1 000 euros chacune. Et on sait qu'à la fin de l'année, le marché nous donne la cote de cette action est de 800 euros. Autrement dit, j'en ai acheté 10 à 1000, 10 000. Il m'en reste toujours 10, je ne les ai pas vendus à 800 euros. Ce qui signifie que l'on a 200 euros de perte potentielle. Je dis bien de perte potentielle qu'on appelle perte latente, et ce qui fait qu'on ne peut pas laisser au bilan la valeur originelle de cette action, tout simplement parce que la comptabilité intègre des principes comptables que vous avez déjà vus, et notamment le principe de prudence. Nous sommes prudents, nous ne voulons pas inscrire au bilan une valeur qui n'est pas la vraie valeur, d'autant plus qu'elle est diminuée. Et parallèlement, il y a effectivement un principe de sincérité des comptes, de transparence financière, et ce qui fait qu'effectivement, on doit mettre la valeur la plus prudente possible du patrimoine. Aussi, c'est la raison pour laquelle nous allons intégrer cette perte de valeur potentielle, perte de valeur latente, qu'on appelle une dotation pour dépréciation, dotation aux provisions, de 200 euros x 10, 2000 euros. Donc le résultat de la première année va perdre 2000 euros, puisque c'est une charge supplémentaire. Charge, encore une fois, dite calculée, parce qu'on ne va pas dépenser ces 2000 euros, c'est une perte, encore une fois, potentielle. Et la contrepartie va se retrouver au bilan dans la colonne du milieu, le même mécanisme que pour les amortissements, ce qui fait que nous allons avoir une lecture de mes titres qui sont compris dans les valeurs mobilières de placement pour 8000 euros en net à la fin de l'année. Si nous passons à l'année N+1 et en pensant que le cours remonte de 150 euros, il est donc
à 950 € au lieu de 800. Et donc là, vous allez voir un nouveau poste, un mécanisme un peu qui est identique, mais qui est dans le sens contraire, qui est la reprise sur provision. Comme nous avons gagné 150 € par action x 10, c'est-à-dire 1500 €, la perte de valeur enregistrée précédemment de 2000 € va diminuer. Elle va diminuer de 1500 pour arriver à 500 € en net, en tant que perte de valeur. Ce qui fait que nous allons intégrer cette réappréciation de valeur dans le compte de reprise sur provision, un produit calculé, comme on avait tout à l'heure des charges calculées, afin de diminuer la perte que l'on avait déjà enregistrée de 2000 € dans les provisions, ce qui fait que nous allons avoir un brut de 10 000 €, valeur historique, versus 2000 moins les 2000 € que nous avions auparavant, moins 1500 € de réappréciation, d'enrichissement, ce qui fait qu'on a une perte de valeur nette de 500 €, ce qui est logique, hein, ce qui fait 9500 € d'actions Jones Lang LaSalle. Vous voyez bien qu'ici, le mécanisme est le même que pour celui des dotations aux provisions, mais à l'inverse. Hein, là, on s'enrichit. Encore une fois, enrichissement potentiel, enrichissement latent. Imaginons qu'en N+2, le cours s'envole à 2000 €. Encore une fois, principe de prudence, moi je regarde par rapport à la valeur historique du cours. La valeur historique du cours, c'était 1000 €. Donc on va reprendre la provision qui nous manque, c'est-à-dire on était à 950 €, la valeur historique c'est 1000, et on ne compte pas 2000 €, on compte 1000 € valeur d'origine. Donc on fait une reprise sur provision de 50 € x 10 actions, 500 €, ce qui fait que la colonne du milieu du bilan provision s'annule, 500 € qui restaient de la fin de la deuxième année, nous allons avoir 0 en fin de troisième année, et donc nous retrouvons nos VMP à 10 000 €. Bien sûr, potentiellement, elles valent plus, puisqu'on sait que la valeur de marché est de 2000 € chacune, mais par principe de prudence, tant que je ne l'ai pas vendue, elle vaut la valeur d'origine. C'est peut-être une des grandes différences avec la comptabilité anglo-saxonne et les normes US GAAP qui vont intégrer la valeur de marché dans la valeur du bilan, dans la valeur patrimoniale. Passons maintenant à la troisième catégorie, les provisions pour risques et charges. Il s'agit ici de provisions non pas pour dépréciation, mais des provisions qui sont constituées parce qu'on sait qu'un événement va arriver, qu'il va entraîner des dettes. C'est-à-dire, je vais devoir payer quelque chose. Je ne le paye pas durant l'exercice, mais l'événement a lieu durant l'exercice et il va avoir pour conséquence le fait de payer plus tard. Prenons un exemple, litige commercial avec un de mes clients. Donc, mon avocat me dit que nous allons perdre, nous avons de grandes chances de perdre, et nous allons devoir verser une indemnité de 5 000 €. Que fait-on ? Nous constatons tout simplement une dotation aux provisions de 5 000 € dans le compte de résultat, et nous allons avoir comme contrepartie une dette potentielle qu'on appelle provision pour risques et charges de 5 000 €. Si maintenant, l'année suivante, le procès a lieu et me condamne à verser 6 000 €, je vais faire deux opérations. Je vais annuler ma provision que j'avais constituée et je vais effectivement constater cette charge exceptionnelle de 6 000 €, cette indemnité que je vais verser à mon client. Donc vous voyez qu'on fait une reprise sur provision pour risques et charges de 5 000 €, ce qui annule la provision pour risques et charges dans le bilan. Elle est égale à 0. Et parallèlement, je constitue une écriture classique, j'ai une charge exceptionnelle, une indemnité de 6 000 €, et je devrais à mon client 6 000 €. Si maintenant, autre scénario, on condamnait le client à verser plus que ce que j'avais constitué, pas de problème, j'annule toujours ma provision de 5 000 € avec le compte de reprise sur provision pour risques et charges, versus provision pour risques et charges 5 000 €, donc ça annule dans le bilan ma provision pour risques et charges, elle n'a plus lieu d'être, et je constate un produit exceptionnel, c'est bien un produit exceptionnel, c'est non récurrent, de 10 000 €, et à ce moment-là, mon client me devra donc 10 000 €. Autrement dit, voilà les trois types d'amortissement et de provision
qui vont se trouver dans le compte de résultat. Donc, dans le compte DAP, donc dotation aux amortissements et provisions, et dans le compte reprise sur amortissement et provisions, vous comprendrez bien que ce sont des produits, respectivement des charges calculées et des produits calculés. Maintenant, nous allons voir, pour faire suite à cette analyse financière, nous allons voir les soldes intermédiaires de gestion. Ce sera donc la séance numéro 3. Je vous remercie et à bientôt.